Faut appuyer, voilà. Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux, comme c'est le cas d'ailleurs dans toutes les conférences. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je suis très content de vous retrouver quand même un petit peu chaque année pour partager ces moments d'échange, de réflexion et pourquoi pas d'action avec vous et avec tous les intervenants. Alors, le thème de ce débat ce matin, s'engager pour la nature, il n'est jamais trop tard pour agir. Question intéressante qui pourrait faire appel à quelques physiciens ou quelques philosophes, parce qu'il est question du temps qui passe. Jamais trop tard, ou on pourrait dire aussi toujours possible. Mais est-ce qu'on pourra toujours dire jamais, ou est-ce qu'on pourra dire toujours à jamais? On peut se poser la question, parce que le temps passe. Je voudrais rappeler 2-3 dates en introduction. 1985, donc il y a 25 ans, c'était le premier rapport des climatologues qui attirait l'attention. 7 ans plus tard, ce qui était assez rapide dans le calendrier international et onusien, il y a eu la grande conférence de Rio, donc en 92, ça fera 20 ans l'an prochain. Et puis, qu'est-ce qui a changé finalement en profondeur en 20-25 ans? À la fois beaucoup et peu de choses. Beaucoup de choses par des initiatives dont on pourra parler tout à l'heure au cours du débat, mais finalement assez peu dans les grandes décisions internationales qui sont, à mon avis, très loin des enjeux qui nous sont décrits par les protecteurs du climat, de la biodiversité, des ressources, de l'eau, etc., etc. Donc on est en train en ce moment, et ici à l'Université de la Terre, d'imaginer et de proposer des solutions. Mais en général, quand on essaie de trouver des solutions, c'est parce qu'il y a un problème, ou même des problèmes. Donc moi je suis très partisan de regarder la réalité des choses très en face, droit dans les yeux, avec à la fois sérénité mais beaucoup de sérieux aussi, parce que la situation l'exige. On va essayer, avec les intervenants tout à l'heure, d'avancer dans cette bonne direction, dans l'éducation, dans l'information, pour permettre justement au monde d'agir et aussi de réagir, parce qu'on est quand même, pour une bonne partie, dans la réaction. J'ai donc le plaisir d'inviter à me rejoindre 2 personnes qui seront, ou qui sont, depuis toujours, je le pense, et à jamais, j'espère, engagés pour la protection de notre petite planète. J'ai le plaisir d'appeler Maude Fontenoy et Tristan Lecomte. Maude à ma gauche. Non, tu veux te mettre là? Non, tu m'as piqué mon dossier. Je t'ai piqué ton dossier. Bon, excusez-moi. Voilà. Donc, je vous les présente en quelques mots, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous les connaissent. Maude Fontenoy. Les océans, bien évidemment, l'Atlantique, le Pacifique à la rame, le monde à l'envers, à la voile aussi. Ça, c'était dans l'océan Indien. Et puis Maude, elle a retrouvé depuis un petit peu les pieds sur terre, terre avec un T majuscule, pour la défense de l'environnement et l'éducation. Donc elle préside la fondation qui porte son nom, elle est vice-présidente du Conservatoire du Littoral, membre du comité économique, social et environnemental, ce qui change un petit peu la donne. Tristan Lecomte, donc diplômé d'HEC, mais qui a quitté l'autoroute du commerce pour relancer Alter Eco en 98, et en bon amateur de football, il a donc été champion du monde, lui aussi cette année-là, mais du commerce équitable. Vous avez lancé une nouvelle aventure, c'est Pur Projet, donc c'est la lutte contre la déforestation, le réchauffement climatique, avec beaucoup de projets de reforestation, on va en parler, et puis un nouveau livre qui vient de sortir, Comment je suis devenu plus humain, chez Flammarion. Moi, j'ajouterai un petit point d'interrogation tout à l'heure à la formule, comme ça on saura de quoi il s'agit. Comment ça va se passer? Quelques échanges rapides entre nous 3, et puis après, je donnerai la parole au panel qui est là, pour une série de questions. Et puis à tout le monde ensuite, donc comment, en version débat, passer du local au global. Débat préparé donc avec les étudiants du CELSA et de l'IPSA, avec 2 questions que je voudrais poser d'entrée parce qu'ils les ont imaginées pour commencer. Maude, la première. La sensibilisation des jeunes à la sauvegarde des océans, n'avez-vous pas l'impression de ramer à contre-courant? C'est très malin. Je rappelle quand même que Maude n'a pas ramé à contre-courant, qu'elle avait une voile avec elle, parce qu'elle est très forte, très courageuse. Je le sais, je la connais bien, mais il ne faut quand même pas exagérer. Donc c'était à la voile. Maude, ça rame quand même quand on fait de l'éducation, ou ça rame moins qu'il y a un moment?
Bonjour à tous. Je suis très honorée d'être avec vous dans cette belle université. Il y a des belles conventions depuis hier et c'est vrai que c'est le rassemblement de plein d'énergie, de plein de bonne volonté pour changer ou pour réinventer le monde de demain. Donc c'est plutôt très positif. Donc Nature et Découverte fait vraiment un beau boulot. Ramer, c'est vrai que j'ai su ce que ça voulait dire puisque j'ai décidé moi-même de me déposséder de tout et de partir sur un tout petit bateau à rame et de me sentir, finalement, oui, je me suis sentie riche de cette dépossession, riche d'être au contact avec la nature. Je pense que Tristan Lecomte ne me contredira pas là-dessus parce que on a besoin de la nature pour renouveler notre énergie. Et finalement, tout au long de ces aventures et de ce parcours à contre-courant, cette fois-ci à la voile, le choix à contre-courant, c'était une volonté de mettre en avant le goût de l'effort, de se dire que les difficultés, les obstacles qui se présentent devant nous, là sur la thématique du développement durable, d'autres fois dans notre vie au quotidien, ces galères, elles nous renforcent et elles nous révèlent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur un tour du monde qui n'avait été fait que par peu d'hommes sur le globe. Alors, dans ces aventures, parce que ça a un lien aussi avec mon engagement d'aujourd'hui, j'ai appris qu'on avait une force incroyable, qu'on avait une capacité de nous renouveler, de nous dépasser, d'anticiper, de trouver des solutions pour notre survie. Je crois que durant les siècles, l'humanité l'a prouvé. Et moi, ma petite mesure, lorsque j'ai réussi à survivre pendant ces 5 mois en solitaire. Mais il y a une autre chose au-delà de cette force que l'on a en chacun d'entre nous, de cette énergie qui nous fait avoir des rêves souvent plus grands que nous, d'arriver là où on a rêvé d'être. Au-delà de tout ça, mes aventures m'ont permis de comprendre le lien qu'on avait avec la nature. Et personnellement, je me suis sentie à ma place, curieusement à ma place, sur mon tout petit bateau, en plein milieu d'une carte bleue, en plein milieu d'un parcours que j'avais réussi à réaliser grâce seulement à ma volonté. Je me suis sentie pleine d'énergie au contact de ce grand bleu. Et je crois que c'est ça qui me pousse aujourd'hui à agir, à essayer d'emmener notre jeunesse, parce que c'est ce que fait ma fondation, l'éducation, c'est-à-dire que je crois que c'est de notre responsabilité de société, d'adultes, de donner cette information à notre jeunesse, sûrement parce qu'ils sont moins embourbés dans des certitudes ou dans des lourdes habitudes telles que les adultes peuvent l'être aujourd'hui. Ils sont ouverts, je les sens de plus en plus ouverts. Je trouve que la France a un rôle assez précurseur dans ce domaine. Moi, pour travailler dans tout le milieu scolaire, donc de toutes les étapes, en passant des primaires jusqu'aux internats d'excellence cette année, je me suis rendu compte de l'évolution du savoir. Et c'est bien de ça dont on parle. C'est être conscient, révéler cette conscience, comprendre comment fonctionne la planète, notre rôle, notre impact, notre responsabilité et notre pouvoir aussi de changer les choses passe par une meilleure connaissance. Donc nous, on essaye d'apporter de l'information. Avec cette information, on pousse le grand public, les jeunes, à s'émouvoir, à créer de l'émotion. Avec cette émotion, on est évidemment l'amour, et c'est l'amour qui changera le monde, on l'espère, et ensuite qui pousse à agir. Et je crois que cette jeunesse, aujourd'hui, est une véritable éponge qui a envie de changer la donne. Et je crois qu'on n'est pas en train de parler d'une régression, on est en train de parler d'une invention, de mettre nos énergies dans la science, dans la recherche, pour innover, voilà, donner du sens à tout ce qu'on sait faire. On veut toujours évoluer, mais évoluons dans le bon sens. Et je crois beaucoup dans cette jeunesse qui a cette foi de l'avenir. Merci Maude. Question pour Tristan Lecomte, qui va un petit peu prolonger celle-là. Maude parlait beaucoup d'éducation, de sensibilisation, mais il y a aussi la dimension de l'action, donc que proposent d'autres initiatives, dont celle d'Alter Eco, évidemment. Il y avait une question du panel, d'où est venue l'idée, donc rapidement, d'Alter Eco. Je le rappelle que vous avez quitté Alter Eco pour fonder ce pur projet dont on va aussi parler tout à l'heure. Voilà. Bonjour à tous. Donc l'idée, moi, d'Alter Eco, en fait, remonte à l'époque où j'étais étudiant et où j'avais monté une association qui s'appelle Solidarité France-Népal, où on fait de la formation de formateurs en milieu rural au Népal sur la construction de fours et de latrines. Et en fait, c'est cette expérience d'étudiant qui m'avait le plus touché parce qu'elle était à la fois entrepreneuriale et utile pour la planète.
Et j'avais trouvé que c'était plus intéressant d'entreprendre dans un projet qui ait du sens, que c'est beaucoup plus complexe, bien sûr, quand on veut travailler avec des sujets économiques, sociaux et environnementaux. Et en fait, l'engagement dont parle Maud, je pense que c'est intéressant, enfin, ce que j'ai ressenti déjà dans ce que tu dis, c'est que tu parles avec passion, avec joie, et c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur d'agir. Et donc, c'est la priorité, et je pense que c'est ce qu'on a toujours essayé de véhiculer avec Altereco, de dire qu'agir pour l'environnement ou pour la planète ou pour les autres, c'est avant tout un plaisir, c'est un vrai bonheur. Et que plus en plus on le fait et plus on reçoit, on est catalyseur d'énergie positive quand on a un projet comme ça. Toi, les gens qui sont derrière toi pour que le bateau avance, ou nous pour que les produits se vendent. L'histoire d'Altereco, ensuite, à partir du moment où j'ai dit, bah voilà, je vais faire une boutique, même si on a eu plein d'échecs, parce que j'ai ouvert une boutique qui n'a pas marché, une autre qui n'a pas marché, après un site internet, enfin les 5 premières années, c'était des galères. Mais il y a toujours eu beaucoup de gens qui venaient vers nous et qui nous donnaient cette énergie positive, ce plaisir, et on avait toujours le sentiment d'agir pour une cause, donc d'avoir un sens dans ce qu'on faisait, et c'est beaucoup plus important que tout le reste, même si on n'avait pas d'argent, même si on n'arrivait pas à vendre les produits et que notre approche était très limitée, on créait quelque chose de l'énergie positive, de l'émulation, et on se faisait plaisir. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas arrêter, parce que ça nous procurait beaucoup plus de plaisir à agir, à essayer d'agir différemment, à nager à contre-courant, plutôt qu'à rester dans le courant, nager, enfin ramer. Et après, en fait, cette expérience étudiante, j'ai bossé pour L'Oréal, donc dans une boîte classique, j'étais contrôleur de gestion, et je suis resté 2 ans. Je me suis dit, mais non, je ne retrouve pas le même plaisir, la même sensation d'être utile et de donner un sens à ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai quitté pour me lancer dans Altereco. Et depuis le début, j'ai toujours été... enfin, pour moi, le développement durable, c'est faire plus intelligemment, avec plus de plaisir, se déposséder. Et en fait, plus on se dépossède et plus on a l'impression d'avoir, alors que dans notre société, souvent très centré sur l'avoir, on a l'impression de jamais avoir assez. Et donc c'est vraiment l'idée de nager à contre-courant et de bien exprimer, partager, sans les imposer aux gens, en donnant toujours un visage très ouvert, très accueillant, très positif. Tout le monde est invité à la fête, et le développement durable, c'est avant tout une fête, c'est un bonheur. Enfin, ceux qui agissent, c'est comme ça qu'ils doivent le présenter aussi, pour que ça attire toujours plus de gens à venir. Il ne faut pas être donneur de leçons, ou sinon sur soi-même en premier, mais pas sur les autres. Et rester ouvert et partager cette énergie positive, pour moi, c'est ça l'idée de l'engagement. Oui, c'est important de souligner tout ça. Hein. Ce n'est pas une sanction, le développement durable, c'est un développement désirable aussi, et de partage, donc c'est important. Question, puisqu'on parlait dans cette table ronde de nature, hein, d'agir pour la nature, qu'est-ce qu'apporte le commerce équitable à cette dimension-là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup? C'est vrai que souvent, il y a d'un côté les ONG qui font du social et celles qui font de l'environnemental, alors que bien sûr, tous les sujets sont interdépendants et intimement reliés. La grande force du commerce équitable, c'est d'arriver à susciter une dynamique collective, villageoise, communautaire. Ce n'est pas forcément le prix supérieur payé par rapport au marché, parce qu'il est malheureusement assez limité. La marge de manœuvre est ténue, parce qu'on est dans un secteur très concurrentiel, surtout quand on vend les produits équitables en grande distribution. Le consommateur, il veut un produit qui est vraiment équitable, mais en même temps qui ne soit pas cher. On a des coûts plus élevés parce qu'on est une petite boîte, on a quand même besoin de payer les collaborateurs. Enfin, c'est la quadrature du cercle parfois. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que aussi bien au niveau des producteurs qu'au niveau des consommateurs, le commerce équitable, il crée du lien social et il fait en sorte que le lien social prédomine au lien économique. Dans une société où trop souvent c'est la loi de l'argent, là, avec le commerce équitable, ce sont des hommes engagés d'abord pour leur communauté et pour les autres hommes. Je suis toujours frappé quand je parle aux producteurs de leur définition du commerce équitable. Pour eux, l'intérêt, ce n'est pas l'avantage que ça leur apporte individuellement, mais c'est les perspectives de développement collectif auxquels ils peuvent croire à nouveau grâce au commerce équitable. Et il y a une dynamique qui se crée, et il y a un petit pécule grâce à la prime de commerce équitable qui leur permet d'investir, donc d'investir aussi bien sur des sujets sociaux qu'environnementaux. Et de plus en plus, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs créé Pur Projet ensuite, on s'est rendu compte que les petits producteurs, ils étaient face à une problématique de développement et que le développement agronomique passait aussi par la préservation de l'environnement
et la combinaison de la préservation de la forêt avec le développement agronomique. Et que souvent on oppose la forêt avec le développement des cultures, alors qu'en milieu tropical en particulier, les deux sont très complémentaires, voire intimement liés, puisque quand on garde la forêt et qu'on cultive par exemple du café et du cacao sous couvert forestier, on arrive à augmenter mécaniquement les rendements et à les sécuriser par rapport à des intempéries. Donc on prépare les producteurs au futur dérèglement climatique, on a une meilleure gestion de l'eau, de la biodiversité, etc. Et on voit toutes les interdépendances qui existent entre le développement socio-économique de ces petits producteurs et la préservation de leur environnement pour qu'ils puissent se développer sur le long terme. Et à partir d'Alter Eco, on a démarré ensuite donc, ces activités de pur projet et on s'est rendu compte aussi que planter des arbres pour préserver le climat, c'était aussi l'activité la plus rentable à l'hectare que n'importe quelle activité agricole. Donc on augmente les revenus des producteurs de 4 à 8 fois plus grâce à la mécanique de la reforestation et de l'agroforesterie. Et on retombe sur l'objectif de départ du commerce équitable. Et on se rappelle qu'à Kyoto, le mécanisme de la compensation carbone s'était bien fondé sur une idée de solidarité. Les pays riches qui doivent payer dans les pays pauvres des mécanismes qui les aident à se développer tout en préservant l'environnement, alors qu'aujourd'hui, souvent, quand on pense compensation carbone, on pense au marché financier, à du business et à quelque chose de purement environnemental, alors que le carbone, c'est par nature et par définition solidaire et centré autour de valeurs sociales. Alors, Maud Fontenoy, on voit encore 2 questions et puis on vous donnera la parole. C'est vrai qu'il y a une question qu'on se pose souvent, c'est par où commencer ? Que ce soit en termes de développement économique, en termes de protection des océans. On sait que la situation est pas forcément très brillante. Il y a des progrès localement, mais il y a quand même le réchauffement des eaux, il y a l'acidification, il y a les espèces menacées, il y a les barrières de corail en danger. En fait, ça fait beaucoup de choses. Est-ce qu'on n'est pas... Comment on peut réagir face à une tâche qui semble énorme? Par quoi on peut commencer? C'est vrai que j'imagine que chacun d'entre nous, nous également à cette table, on est tous les jours concernés par ce qui se passe aux informations, voilà, parce que peuvent nous dire les scientifiques, les regroupements, les associations. Enfin, on est évidemment inquiet et on est évidemment alarmé. Ça ne doit pas nous dire. La peur de l'avenir, c'est pas quelque chose qui doit... Je prends un exemple encore une fois, par rapport à mon aventure, parce que la notion de la peur, c'est une notion qui revient tout le temps. La première des questions qu'on me pose quand je reviens de ce que je fais ou quand je vais voir les enfants pour leur parler du dépassement de soi, on me dit « mais est-ce que tu as eu peur ?» Et je leur dis évidemment que j'ai eu peur. C'est inhérent à chacun d'entre nous, la peur. Mais cette peur, elle ne doit pas être un frein. Elle ne doit pas vous arrêter d'agir. Elle ne doit pas vous paralyser. La peur, ça devient un atout que vous rangez dans un coin et qui vous permet d'être plus rigoureux, d'être plus discipliné, d'être plus inventeur, d'être mieux préparé. Voilà, c'est cet atout-là. Aujourd'hui, on est conscient, on est alerté par les scientifiques sur ce qui se passe. Mais ça, pour moi, ça doit être ce qui doit nous motiver à essayer d'être encore plus concentrés et de préparer l'avenir. Alors, en ce qui concerne les océans, c'est vrai que c'est un domaine qui me touche beaucoup parce que je les connais de mieux en mieux. Et Dieu sait qu'ils sont larges, qu'ils sont complexes. C'est d'abord ce qu'on voit, on le sait. C'est vrai que quand on voit la bille bleue qui est en train de flotter dans l'espace, on voit d'abord du bleu. C'est d'abord les 3/4 du globe qui sont des océans. Et vous imaginez la profondeur qu'il y a en dessous. Aujourd'hui, on connaît presque mieux la surface de la Lune ou la surface de Mars que la profondeur des océans. On connaît très peu. Il y a toute la vie sur la Terre, la biodiversité de la planète. Il y a 80% de cette biodiversité qui vient des océans. Donc la vie est née d'abord des océans. On vient tous de la mer. Et aujourd'hui, finalement, c'est tellement large qu'on ne la connaît pas. Et pourtant, ce sont des solutions, un potentiel pour notre avenir. Et aujourd'hui, elle est en train, malheureusement, de disparaître. Alors, pourquoi être concerné par la thématique des océans ? Pour les solutions qu'elle nous apporte en énergie, évidemment, pour les solutions qu'elle nous apporte en médecine, en ce moment, vous le savez, c'est le SIDAction, eh bien, l'AZT qui permet de lutter contre le sida provient des océans.
c'est aussi des anticancéreux, c'est des anti-inflammatoires, c'est beaucoup de solutions. Quand les scientifiques s'affolent, c'est parce qu'ils voient la biodiversité décliner et ils disent, attendez, c'est des solutions d'avenir qu'on est en train de faire disparaître par méconnaissance. Et puis c'est aussi, alors on parle des forêts, on parle des océans de l'autre côté, eh bien c'est l'oxygène, hein, c'est un puits de carbone, c'est aussi l'oxygène que l'on respire, la régulation du climat qui vient du grand bleu. Alors évidemment, les problèmes qui touchent le grand bleu, c'est cette acidification liée justement à l'absorption du carbone, hein, le dioxyde de carbone qui se transforme en acide carbonique et qui malheureusement crée un effet de chaîne qui va rendre les océans plus acides et donc dégrader le corail, le plancton avec son squelette en calcaire. Donc ça crée des événements en chaîne. Alors, que faire chacun au quotidien? C'est prendre conscience du potentiel que représente le grand bleu, ce qu'on a parfois oublié ces dernières décennies. Hein. On a oublié combien le grand bleu était potentiel de solutions, d'avenir pour de nombreuses questions. Donc prendre conscience de ça. S'émerveiller évidemment du grand bleu et de l'émotion qu'il suscite, c'est un lieu d'inspiration incroyable pour nos artistes, pour nos scientifiques, pour évidemment nos peintres, nos écrivains, nos cinéastes. C'est un lieu, c'est un lien aussi entre les peuples. Pour tout ça, ils doivent nous émouvoir. Et puis les océans, j'ai trouvé qu'ils avaient accueilli beaucoup de nos erreurs et ils nous en tiennent pas tant rigueur que ça finalement. Aujourd'hui, ils tirent le signal d'alarme, ils doivent nous alerter pour agir, pour trouver des solutions. C'est ce qu'on fait, hein. Je crois qu'on essaye de diminuer la pollution, évidemment, de la terre qui vient à la mer. On essaye de développer des énergies qui viennent de la mer pour montrer le potentiel énergétique que représentent les océans. Nous, au sein de la Fondation, on a mis en place une charte de l'éco-citoyen des océans, justement, avec Nature et Découverte, pour pousser chacun à préserver la mer avec 10 gestes clés. Voilà, on essaye de mener des actions pour sa préservation, petites peut-être, mais je pense qu'on sauvera les océans en faisant comprendre à chacun d'entre nous combien ils sont indispensables à la survie des hommes. Si on préserve les océans aujourd'hui, c'est pas pour les baleines et les dauphins, même si on les adore tous, c'est d'abord pour la survie des humains. Maud l'a dit, donc il y a deux grands secteurs finalement, un pour la biodiversité, pour le climat, il y a les océans et puis il y a les forêts. La situation n'est pas très brillante non plus du côté de la déforestation, hein, qui a ralenti un peu hein, à certains endroits, mais qui continue sur un rythme à peine moins élevé. On assiste à quelques changements aussi dus à la pression des consommateurs, des ONG. On le voit par exemple en Indonésie sur l'huile de palme. On commence à refuser un certain nombre de choses qui contribuent finalement à la déforestation. Sur Pur Projet, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez proposer de votre côté? Non, c'est vrai que quand je t'écoutais, Maud me disais, c'est les parallèles entre les océans et les forêts, c'est incroyable. C'est peut-être pas un hasard que vous soyez là tous les deux d'ailleurs. Et les forêts sont en danger et en même temps, les forêts, elles rendent un grand nombre de services environnementaux et sociaux aux populations. Elles régulent le climat, elles captent du CO2, donc tout comme les océans. Elles sont garantes du cycle de l'eau, hein, de l'évaporation, puisque c'est par les arbres, principalement surtout en milieu tropical, que l'eau s'évapore. Elles garantissent un bon niveau de précipitation, puisque quand un nuage arrive, s'il y a une forêt, ça crée une différence de température, et donc une zone dépressionnaire qui fait que le nuage va éclater et qu'il va pleuvoir, alors que s'il n'y a plus de forêt, le nuage va s'élever et il n'y aura plus de précipitation. Donc quand on coupe toute la forêt, schématiquement bien sûr tout ça, hein, quand on coupe la forêt, il n'y a plus de précipitation. Les arbres, sinon, permettent de drainer l'eau beaucoup plus lentement. Donc si vous avez une période de pluie et une période sèche, si vous avez des arbres, la zone va rester quand même humide, même pendant la période sèche. Alors que s'il n'y a plus d'arbres, il va pleuvoir et toute l'eau va partir immédiatement. Donc il y a un effet de régulation du climat, de l'eau, et du coup on voit bien sûr tous les impacts que ça a sur les petits producteurs agricoles qui dépendent directement de ces ressources pour vivre, en particulier de l'eau. Il y a des dérèglements climatiques déjà très significatifs dans les pays dans lesquels on travaille. Dans les pays tropicaux, en fait, les dérèglements liés au réchauffement climatique sont déjà très visibles. Moi j'ai assisté à des tempêtes de grêle, de gros grêlons en Amazonie alors que ça n'avait jamais eu lieu. Des périodes de sécheresse prolongée, des périodes de pluie diluvienne aussi qui sont, par exemple, en période sèche, des périodes de pluie, très étonnantes. Donc, les petits producteurs sont les premières victimes de ces dérèglements climatiques, ils en sont les moins responsables, et en plus, ils ont un élément de la solution
puisque eux-mêmes, ils peuvent, dans leurs parcelles, planter des arbres pour développer des modèles agroforestiers qui leur permettent d'augmenter leur rendement, de diversifier aussi leurs ressources, de vendre à terme une partie du bois. À court terme, ils gagnent leur vie avec du riz, du cacao, du café, et grâce à la vente de crédits de carbone, ils peuvent planter des arbres et à terme, du coup, augmenter leur rendement en vendant une partie des arbres. Donc c'est ce qu'on développe avec Pur Projet, des projets agroforestiers qui viennent en complément des programmes de commerce équitable et de l'agriculture biologique pour aider les petits producteurs, grâce à la vente des crédits de carbone, à planter des arbres dans leurs parcelles, mais aussi à préserver de la forêt. Donc on a une zone de conservation de 400 000 hectares, ça fait 100 km sur 40 de forêt vierge qui est directement menacée de déforestation par les entreprises pétrolières, par les exploitants illégaux du bois. C'est un peu le scénario d'Avatar, mais en vrai, malheureusement. Et avec une zone de forêt absolument merveilleuse qui recèle de richesses. Tu as parlé de médicaments, il y a aussi beaucoup de plantes de la forêt qui permettent de traiter des cancers, des ulcères, etc. Donc ce n'est pas uniquement du végétal pour capter du CO2, mais c'est en fait une pharmacie. C'est le bassin amazonien, par exemple, c'est la première réserve d'eau douce mondiale dans les arbres. Première réserve mondiale aussi de biodiversité. Donc c'est en fait une vraie barbarie et un non-sens économique. Et Pierre Rabhi, dans la salle d'à côté, dirait un crime contre l'intelligence humaine de déforester juste pour, à 70%, planter du soja pour nourrir le bétail. Parce qu'il faut savoir que la déforestation n'est pas liée aux exploitants forestiers, ou marginalement, moins de 10%. À 90%, la déforestation, elle est liée à l'agriculture intensive pour 60% et à l'agriculture des petits producteurs pour 30% qui ne savent pas qu'on peut produire tout en gardant la forêt. Et 70% de ces surfaces agricoles, elles sont destinées à l'alimentation animale et pas directement à l'alimentation humaine. Donc un petit geste, par exemple, pour commencer à réduire son impact sur la forêt, c'est de réduire sa consommation de viande. 80% des tourteaux de soja qui sont importés en France, qui sont utilisés en France pour nourrir le bétail français, ils viennent du Brésil, donc il y a déjà un risque OGM très fort. On dit qu'il y a un affichage en France, mais en fait, sur la plupart de la viande qu'on mange, quand il n'y a pas de sauf si c'est de la viande bio, locale, etc., on ne sait pas tellement comment ils ont été nourris. Et en plus, ce tourteau de soja, il a été souvent produit dans des zones qui ont été déforestées. Donc c'est un non-sens total. Et parfois, en fait, les manières d'agir ne sont pas là forcément où on les imagine. Et donc voilà, enfin, je suis déjà parti en multiples digressions, mais les forêts et les océans nous rendent un grand nombre de services. Aujourd'hui, elles sont en danger et il y a des nouveaux mécanismes qui permettent de participer à leur préservation par la compensation carbone, par exemple, et qui sont des mécanismes qui concilient les enjeux environnementaux avec les enjeux sociaux pour faire du développement socio-économique. Ça me paraît très clair. On va passer aux questions. Donc on va commencer par le panel des étudiants. Qui veut poser la première? Vous pouvez utiliser les micros, hein, je pense. Voilà, oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'évoquer le fait, Monsieur Lecomte, de réduire la consommation de viande. On se rend compte qu'actuellement, il y a un certain nombre d'initiatives qui s'inscrivent qui sont soit individuelles, soit liées aux grands acteurs de l'environnement, qui s'inscrivent dans une démarche, on en parlait tout à l'heure, à contre-courant, voire de décroissance ou encore une démarche régressive, si on veut. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'il faudrait aller de l'avant et vers le haut dans cette démarche écologique et sans nostalgie, avec une nouvelle forme de confiance en quelque sorte dans le progrès humain? Tout à fait. Je pense, moi, j'aime pas les termes du type décroissance ou dès qu'on a l'impression qu'on arrive au tribunal et qu'il va falloir se serrer la ceinture. Et il va falloir changer nos modes de vie pour être plus léger, pour être moins carboné, pour être moins carnassier, manger moins de poissons, ou en tout cas pas tous les poissons aussi, parce qu'on retrouve la même problématique sur les océans, mais toujours par plaisir. Nous, chez Alter Eco, on appelle ça, ou même Pur Projet, la frugalité jubilatoire ou le militantisme jubilatoire. Et on a envie de toujours donner un visage accueillant, positif, et expliquer que ce secteur du développement durable, c'est comme une grande fête où tout le monde est invité à agir. Et je ne suis pas fleur bleue ou béni oui-oui, mais je me suis rendu compte que par le passé, j'étais parfois assez virulent, et ça n'amène à rien.
sinon à des crispations. Et donc, en effet, il faut encourager toujours tous les gens à agir, toutes les entreprises, même les grandes entreprises, même celles qui sont très très loin en termes d'intégration de ces enjeux, il faut les inviter, parce que si on veut changer le monde entier, il faut commencer aussi par ceux qui ont l'impact le plus négatif. Et même si parfois certaines de ces entreprises viennent par opportunisme, il faut quand même les encourager, parce qu'un jour, elles y resteront par conviction, parce qu'elles auront vu les bienfaits de ces mécanismes pour eux, pour la réduction de leurs dépenses, quand on parle de réduction et de frugalité, par exemple, et aussi parce qu'elles se rendront compte que c'est faire mieux avec moins, plus intelligemment. En fait, on sollicite beaucoup plus ces neurones quand on travaille dans ce secteur que quand on travaille dans le secteur classique. Donc, en effet, mobiliser le progrès. Il ne faut pas que le développement durable soit perçu comme un obstacle au développement humain. Au contraire, c'est le développement humain ultime, mais le développement humain, ce n'est pas juste acheter toujours plus de matériel et tomber dans le consumérisme aveugle, c'est se développer dans un sens qui aille vraiment vers la satisfaction durable de nos besoins. Et ça, ce n'est pas uniquement du matériel, mais ça peut être beaucoup plus des choses immatérielles, justement. Très bien. J'ajouterais juste une chose, c'est que chacun a un rôle à jouer aussi. On parlait tout à l'heure de l'huile de palme. Ce sont les consommateurs qui poussent aussi les entreprises à agir. Tu évoquais Pierre Rabhi, donc, qui parle de l'agroécologie, j'imagine, à quelques mètres d'ici. Moi, je suis très pour la stratégie du colibri que Pierre Rabhi adore raconter. Chacun a un rôle à jouer. Les petits colibris comme les gros mammouths laineux des entreprises et des industries. Il faut que les consommateurs demandent, par exemple, à Monsieur Total de ne plus faire seulement du pétrole, mais faire de l'énergie, ou Madame Air France de ne plus faire seulement de l'avion, mais faire du transport. Et ça change beaucoup les choses. C'est pour ça que la démarche du développement durable, eh ben, elle ouvre des champs assez intéressants d'imagination, de nouvelles propositions. Maud, sur la même question. Non, je crois que tu as raison, Tristan. On n'est plus aujourd'hui à l'heure des discours négatifs et moralisateurs. Enfin, on ne peut plus culpabiliser le grand public pour le pousser à agir. Je crois que c'est un système qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc, il faut plutôt aller vers de l'innovation et vers de l'invention. Je crois qu'il faut, comme tu le disais, Jean-Louis, aller vers les entreprises, évidemment. Ce séminaire, c'est aussi une façon de rassembler. C'est ce qu'a fait d'ailleurs de façon très efficace, j'ai trouvé, le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de la mer. Ça a permis de mettre autour de la table différents acteurs, le monde économique, le monde sociétal, syndical, les ONG, les collectivités, les politiques. Tout le monde s'est rassemblé, des gens qui ne se parlaient pas, pour essayer de trouver des solutions d'avenir. Deux, trois exemples, parce qu'on était à l'UNESCO il y a 2 jours pour l'avant-première d'un film remarquable qui s'appelle Les ailes du soleil, qui était le film de Bertrand Piccard sur son avion solaire. Et je trouve que c'est un bel exemple de se dire que le transport aérien, c'est pas l'idée de l'arrêter, mais c'est l'idée de le faire évoluer. Le faire évoluer vers peut-être des avions qui seront peut-être un jour, je l'espère, que conduits par l'énergie du soleil. Lui, ça a été 4 ans de travail, 70 personnes, beaucoup d'argent évidemment, mais aujourd'hui, il a un avion qui vole de jour comme de nuit pendant 24 heures. Je trouve que c'est une belle évolution. Et ça commencera toujours par des petites actions comme la sienne. Quand les premiers ont traversé l'Atlantique en avion au départ de New York, on disait bah, c'est sympa, ils ont réussi, génial. Mais alors du coup, il faut tous qu'on soit pilote d'avion pour traverser l'Atlantique. Bon, aujourd'hui, on sait ce qu'il a devenu. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on réinvente des solutions aujourd'hui. Le transport maritime, c'est une autre question. Le transport maritime est énormément polluant, on l'oublie parfois. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour essayer de se servir de cerf-volant pour aider à la tractation des bateaux et pour économiser le carburant. Vous voyez, on peut essayer d'inventer des nouvelles solutions. Et quand tu disais les entreprises, c'est vrai que parfois elles y viennent, voilà, probablement on dit le greenwashing, là, bref, bon. On se dit oui, bon, alors d'autres, c'est par engagement, est-ce qui juge, tu l'as fait, pourquoi? Bon, ce qui est sûr, c'est que l'entreprise, par principe, il faut qu'elle fasse des bénéfices, il faut qu'elle gagne de l'argent pour payer les gens qui travaillent pour elle. Bon, le monde fonctionne comme ça aujourd'hui. Alors, néanmoins, ça n'empêche pas qu'on puisse aider et participer, que ces entreprises payent ce qu'elles doivent à la nature et à la société. Tu disais tout à l'heure l'exemple de Total. L'exemple de Total, c'est un énorme débat, et Dieu sait qu'ils ont pollué les océans. Aujourd'hui, Total travaille énormément dans le cadre de sa fondation pour la préservation des mangroves. Les mangroves sont fondamentales pour l'équilibre entier de la vie dans les océans. Bon voilà, ils payent quand même quelque chose, on ne peut pas leur retirer ça. J'étais hier au Futuroscope de Poitiers. Le Futuroscope de Poitiers lance une toute nouvelle attraction, certes attraction, donc passer sur une idée de sensibiliser par un aspect ludique sur la thématique des océans et des déchets. Le 8e continent, vous savez, ce continent entier de déchets qui est découvert
il y a quelque peu par Charles Moore, et qui est une surface 5 fois la taille de la France, qui ne sont que des déchets plastiques. Et il existe bel et bien, entre Hawaï et la Californie, il y a une densité de plastique qui est 5 à 7 fois supérieure à la densité de plancton. Pourquoi là? Parce qu'il y a des systèmes de courants océaniques, des systèmes de gyres qui fait que les déchets se rassemblent à cet endroit-là. Donc le Futuroscope a décidé, avec ma fondation, de sensibiliser le grand public sur cet enjeu, ces milliers de tonnes de déchets qui sont rejetés dans la mer tous les ans et qu'il faut qu'on arrête parce que ça crée des zones de stérilité où la photosynthèse ne se fait plus et donc où évidemment la vie ne peut plus progresser. Bien sûr que le Futuroscope, il gagne de l'argent, il fait du loisir et c'est son cœur de métier. Mais ça n'empêche pas d'avoir des projets engagés et de sensibiliser le grand public sur des enjeux plus globaux. Donc voilà le type d'entreprise qu'il faut encourager. Voilà, je pense que ça va dans le bon sens, mais ça va dans le bon sens si on n'essaye pas de se dire l'écologie c'est ringard, c'est revenir à l'âge des cavernes, c'est pas ça. L'écologie c'est aussi la modernité et l'invention de demain. Tout à fait d'accord. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Agathe, je suis là en tant que représentante du CELS à voile. Et j'ai une question un peu plus politique pour Maud Fontenoy, en particulier à propos de votre engagement avec l'UMP sur la sensibilisation écologique dans les villes. Cet hiver, en Haute-Savoie, il y a eu des très faibles déneigements sous couvert de problématiques écologiques pour l'utilisation du sel ou parce que la neige, c'est naturel. Et finalement, il y a eu vraiment beaucoup d'accidents où ça a ralenti l'activité dans les villes. Et on a appris qu'en fait, les collectivités avaient baissé les financements pour le déneigement, baissé les effectifs. Et ils se sont finalement cachés sous des problématiques écologiques. Et je voulais savoir comment on pouvait arbitrer ce paradoxe entre aide écologique et perte des collectivités pour pas que ce soit spécialement des problématiques écologiques pour de la bonne conscience, mais vraiment une action efficace qui ne ralentit pas l'activité urbaine en même temps. Question de financement, quoi, c'est ça. Hein. Quels sont les moyens, que ce soit clair, quels sont les moyens que l'État donne, par exemple, aux collectivités pour traiter des questions écologiques? C'est ça, si j'ai bien compris, hein? C'est à peu près ça. Alors, j'ai une petite précision. Je ne suis pas engagée auprès de l'UMP, ni auprès d'aucun parti politique, et je ne me suis jamais engagée en politique. J'ai fait ce choix-là. Je crois qu'il y a différentes façons d'agir et de faire avancer le schmilblick. Bon, voilà, il y a la façon politique qui est très noble, qui est un véritable métier pour lequel je pense qu'il faut être très préparé et avoir fait une formation. Et puis, il y a d'autres types d'engagement qui peuvent être l'ONG, l'associatif, ce que j'ai toujours fait depuis l'âge de mes 20 ans. Donc, et puis, il y a aussi après le consomme-acteur qui peut lui aussi agir au quotidien. Alors, pour essayer de comprendre un peu votre question, qui reste un peu floue pour moi, mais là, c'est sûrement un cas, moi personnellement, je connais mieux les océans que la montagne, mais c'est sûrement un cas spécifique. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans une commune, ça ne s'est pas bien passé, sous couvert de dire je protège l'environnement. Finalement, je me suis moins occupée de mes routes, c'est ça, vous avez créé des déneigements et il y avait trop de neige et ça fait des accidents, c'est ça que vous me disiez ? En gros, oui, mais au niveau de toutes les villes, je pense qu'il faut réussir à trouver un bon équilibre entre on agit pour l'environnement et on continue à promouvoir le bien-être dans une ville. Oui, évidemment. Eh bien, alors deux trucs par rapport à ça, ça m'inspire peut-être deux choses. La première, c'est que, donc là encore, c'est un cas spécifique, hein, il faut traiter les cas spécifiquement, on ne peut pas faire des globalités. Mais je pense, pour en revenir au littoral, à ce que je connais mieux, au nettoyage des plages. Le nettoyage des plages, c'est une des responsabilités des communes. Le nettoyage aujourd'hui, il n'est pas forcément fait comme il se devrait. Le conservateur du littoral prône un nettoyage pas avec ces grosses machines. Enfin, il y a deux façons de nettoyer les plages. Il y a des énormes machines qui coûtent des fortunes aux collectivités, et il y a un nettoyage plus séquentiel. Enfin, tu vois, on trie, on choisit. On laisse la laisse de mer, c'est-à-dire les débris naturels et les débris non naturels. Et il est important pour la survie des océans et pour le bon état des sentiers côtiers et des plages, pour la vie des plages, parce que les plages, c'est un milieu vivant, qu'on préserve le nettoyage de ces plages. Une plage propre, c'est pas une plage
blanche où on a enlevé toute la vie. Une plage propre, c'est une plage dont on a enlevé les détritus plastiques toxiques. Et aujourd'hui, il est important de faire comprendre aux communes, et ça leur coûtera moins cher, d'éviter le nettoyage avec ces gros bulldozers, ces grosses machines qui raclent tout, et de revenir sur un nettoyage manuel en retirant les déchets qui sont nocifs et de laisser la laisse de mer, donc cette nourriture microbienne, coquillages, algues et déchets de bois qui va nourrir les oiseaux, qui va poursuivre la vie et qui, avec les marées, va nourrir aussi les poissons. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire pour le développement durable et qui n'est pas forcément un coût supplémentaire pour la commune. Et puisqu'on est dans la semaine du développement durable, il y a plein de gens en ce moment même, hein, quand on parle, là, qui sont en train de nettoyer un certain nombre de plages. Il y a une opération à Marseille, chez toi, par exemple. Une autre question ? Oui, bonjour. Thierry Boutet du MBA Management du développement durable à l'ISG. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'initiatives diverses, il y a beaucoup d'ONG et même beaucoup d'écolabels. Donc cette profusion n'est-elle pas un peu contre-productive dans le sens où on est parfois un peu perdu sur les affichages environnementaux et comment faire le tri en fait? Plus Tristan, peut-être? Oui, enfin, il y en a beaucoup, mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème, en fait. On a souvent dit, oui, dans le commerce équitable, il y a beaucoup trop de labels, mais il y en a surtout un majeur, enfin, le plus développé, qui est Max Havelaar. Il y en a un autre qui est Rainforest Alliance, qui est plus sur l'environnement. Il y a un troisième référentiel, mais très peu développé. Donc, je pense que les consommateurs peuvent se renseigner un petit peu, ceux que ça intéresse. Ceux que ça n'intéresse pas, ben, de toute façon, voilà. Et en effet, il faut homogénéiser les initiatives, et ça c'est l'État qui le fait dans un second temps, comme pour le bio. Maintenant il y a un logo AB qui appartient au ministère de l'Agriculture, puis même un label européen qui va s'appliquer maintenant sur tous les produits. Mais dans un premier temps, au début, c'est normal qu'il y ait des nouvelles initiatives, qu'il y ait différents cahiers des charges qui se développent, et puis qui trouvent leur place, et puis les consommateurs aussi qui trouvent celui qui leur parle le plus. Soit vous êtes plus sur composante très sociale ou plus environnementale et vous faites vos choix. J'ai pas l'impression que ce soit un gros obstacle. Le plus gros obstacle, c'est que ces labels ne représentent encore que trop peu. Le commerce équitable, c'est moins de 0,01% du commerce mondial et la compensation carbone volontaire au niveau mondial, c'est vraiment rien du tout, c'est de l'ordre de 300 millions, donc c'est l'équivalent d'un dixième du commerce équitable. Vous voyez, qui lui-même est un dixième du bio. Donc on en est vraiment au balbutiement de toutes ces initiatives. Et le plus important, c'est plus qu'elles se développent, plutôt qu'on regarde tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur d'elles-mêmes à leur niveau embryonnaire. Et trop souvent, je trouve que le problème, c'est qu'à peine la compensation carbone a démarré, ça y est, on va trouver tous les problèmes de la compensation carbone et orienter tous les débats sur les problèmes de la compensation carbone, où le commerce équitable, il n'a même pas eu le temps de se développer, que ça y est, on va essayer d'expliquer tous les problèmes liés au commerce équitable et le fait que c'est pas logique, qu'il y en a déjà qui récupèrent le sujet, alors que il y a peut-être beaucoup de défauts dans le commerce équitable, mais je connais peu de gens je connais même pas qui soient enrichis grâce au commerce équitable et qui l'aient fait avec des mauvaises motivations. Donc il faut plutôt essayer de voir toujours le côté positif des initiatives qui émergent, même si elles sont parfois limitées, même si elles sont hétéroclites, même si elles sont avec des cahiers des charges différents, et toujours voir le côté positif plutôt que le côté négatif à l'intérieur de ces initiatives. Merci Tristan, voilà, très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur les labels, notamment dans les forêts africaines, hein, en ce moment, avec l'Europe, il y a des coopérations qui se mettent en place hein, pour effectivement répondre à la question, ça avance aussi de ce côté-là, c'est long, etc. Je donnerai la parole après à tout le monde, on continue avec le panel pour le moment. Hein. J'ai noté la question. Question suivante? Oui. Bonjour, moi je m'appelle Élodie Mabour, je suis aussi du même MBA Management durable, Développement durable à l'ISG. Donc moi en fait je vais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire et la question de Thierry. Donc vous parlez du commerce équitable qui n'est pas encore totalement développé. Bon, déjà les principes ne sont pas reconnus en fait finalement à l'échelle à la fois nationale et internationale. Mais je pense qu'il y a aussi un amalgame qui se crée dans l'esprit des consommateurs, notamment auprès des produits commerce équitable qu'on trouve dans la grande distribution et du label Max Havelaar que beaucoup confondent avec une marque en fait. Et est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un effort de sensibilisation à faire par rapport à ça ou quelles seraient les démarches finalement pour éviter cet amalgame ?
Pour moi, c'est pas très grave en fait. Et d'ailleurs, Max Havelaar est une marque en tant que statut. Le AB, c'est une marque aussi qui appartient au ministère de l'Agriculture, mais ça fonctionne comme un label, comme une garantie. Et là, à nouveau, c'est très intellectuel. Tu vois, ces débats. L'important, c'est que les gens se retrouvent dans les produits qu'ils achètent, en particulier autour des valeurs du bio, du commerce équitable, et que cette consommation les satisfasse et qu'elle augmente. Mais après, tous ces débats, souvent, sont très intellectualisés, et on a l'impression qu'on a toujours envie beaucoup d'intellectualiser les choses pour éviter d'avoir à agir. Voilà. Moi, tu vois, par exemple, sur ce débat, pendant 12 ans, j'étais au service d'Alter Eco pour le commerce équitable, et la moitié du temps, les gens se prenaient la tête sur est-ce que Max Havelaar est vraiment un label ou une garantie ou une marque, mais so what? Quelle est l'utilité de ça? On passe un temps à mentaliser les choses, alors que ça ne se passe pas ici, ça se passe plutôt ici, dans le cœur, à se sentir... je provoque un peu, hein, mais tu vois, faut faire ce changement, et d'ailleurs sans être donneur de leçons pour personne, mais prendre conscience qu'on prend plus de plaisir, qu'on est plus heureux, qu'on est plus satisfait, qu'on est plus intelligent, à consommer différemment, à s'interroger différemment sur les choses, mais pas à recréer encore des conflits, des problèmes, des débats qui sont stériles, alors que ce qu'il faut, c'est vraiment s'engager pour un mieux. Et bien sûr, le commerce équitable, c'est pas la panacée, les actions des fondations, de tous, c'est très très limité, mais c'est pas le sujet, quoi. Et moi, je me permets de dire ça parce que les petits producteurs avec lesquels on travaille depuis 12 ans, ils ont toujours été un modèle pour moi parce que c'est les plus touchés par la mondialisation, mais eux, ils ne se résignent pas et ils ne disent pas c'est la faute des autres. Ils ne passent pas leur journée à essayer de couper les cheveux en quatre pour savoir quel est le problème technique dans l'action. Ils agissent. Et ils sont positifs et ils sont ouverts et ils sont accueillants et ils donnent un visage très, très attractif de la volonté de changer les choses. Je pense que c'est l'exemple de ces petits producteurs, des pauvres, des gens simples qu'il faut suivre pour vraiment changer le monde. Voilà, je réagis en tant que professionnel. C'était une bonne question parce que les bonnes questions sont celles qui font réagir, d'un côté comme de l'autre. La suivante. Là, je vous ai mis la pression. Hein. Ah, c'est fini? Il n'y a plus de questions de la part du panel? Mais il me semblait qu'il y en avait quand même... Il y a la pêche illicite, ouais, il y a pas mal de choses. Même. Non, vous évoquiez tout à l'heure les avions qui... Enfin, à l'énergie verte, les bateaux avec des cerfs-volants, ce genre d'initiative. Et dans le domaine industriel, on va voir que cette révolution verte qu'on attend, elle va forcément prendre du temps. Et est-ce que le moment où enfin les choses vont changer, ça ne va pas être quand on arrivera à la limite des réserves pétrolières ou oui, qu'enfin on ait une raison, comme on voit qu'on a la technique déjà pour faire évoluer les choses, mais pour que ça change vraiment, est-ce qu'il ne faudra pas qu'on arrive à cette limite des réserves pétrolières? Oui, c'est un peu ça. Est-ce qu'il faut attendre qu'on soit dans le mur pour réagir? On a l'impression que c'est ce qui arrive. Ouais, la question, c'est ça. Qui veut répondre? Maude? Tristan? Moi, je voudrais déjà dire que le monde a déjà changé et on est déjà en train de changer, parce que quand j'ai commencé en 98 ou aujourd'hui en 2011, la culture par rapport au développement durable ou par rapport à la prise de conscience de ces enjeux est énorme. Il ne faut pas être trop dur, trop impatient non plus. Bien sûr, ça prend du temps. Le bio, par exemple, ça a commencé en 54, le commerce équitable à peine dans les années 70, donc c'est des mouvements très très récents. Et il se développe très fortement et il y a une accélération du changement qui est incroyable, il y a une prise de conscience au niveau de la société qui est énorme. Donc déjà, on peut se féliciter de toutes les choses positives et de toutes les avancées. Bien sûr, le monde continue pour l'instant encore à tourner à l'envers, mais la dynamique est en place et je pense que les effets papillons vont aussi dans ce sens-là et ça va continuer à s'accélérer très très fortement. Donc je suis plutôt optimiste. Cela dit, les crises accélèrent un petit peu le mouvement aussi, et on s'en rend compte parce que je ne sais pas si on a bien conscience, mais on est quand même au bord d'une crise énergétique, à mon avis importante, avec le prix du baril, l'augmentation de la demande, les pays émergents, etc. Je ne sais pas du tout comment on va répondre à la demande, et ça fait bouger les choses, quoi. Quand on a un prix du litre d'essence à 1 € et quelques, et qu'on habite à 40 bornes de Paris et qu'il faut prendre sa voiture pour venir bosser, ça change beaucoup de choses, quoi. Donc c'est vrai que les crises accélèrent aussi les processus. Il y a d'autres questions, il y en avait une notamment sur la pêche illégale, ou alors qu'est-ce que j'avais?
Oui, face aux braconniers. Non, vous n'avez pas cette question? C'est la mienne. Ah. Je suis par là. Côté droit de la salle. Ouais, donc c'est bon. Donc face aux braconniers et aux États, donc qui je suis ici, je suis Pardon, mal placé, j'en suis navré. Il y a une dissidence dans le panel. Oui, je suis désolé, je suis du mauvais côté de la salle. Allez-y. J'avais une question pour Keysport, pour vous deux finalement. On voit dans le cadre des espèces menacées qu'il y a certains États qui refusent de voir les choses en face au niveau de la pêche et qui continuent à pêcher ou à chasser d'ailleurs des espèces protégées. Dans le cas des baleines et des dauphins qu'on évoquait tout à l'heure, ce seraient nos camarades japonais, les champions de la discipline. Et face aux braconniers aussi, on est face à ces problèmes-là. Et quel moyen d'action pensez-vous qu'il faut privilégier pour lutter contre ça? En d'autres termes, pensez-vous qu'il faut privilégier les actions politiques comme celle de Greenpeace par exemple, ou les actions beaucoup plus directes comme celle du Sea Shepherd par exemple en Antarctique pour les baleines? Écoutez-moi, Paul Watson. Alors, action politique ou action violente, en gros, c'est ça un mot? Oui, moi je trouve que c'est important de parler de cette pêche illicite parce qu'on parle beaucoup des pêcheurs actuellement et on parle peu de tout ce qui est pêché dans les océans qui sont pêchés illégalement et donc qui, en quelque sorte, créent un gap colossal entre ceux qui respectent les règles, qui respectent les espèces à pêcher, les quotas, les lieux de pêche, les saisonnalités. C'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, on prélève des océans environ 90 millions de tonnes de poissons par an. C'est colossal, on prélève énormément des océans, c'est la marmite de l'humanité. Il y a 3 milliards de personnes qui mangent quotidiennement que grâce aux océans. Donc c'est une manne en nourriture très importante. C'est un capital, comme une banque, que l'on doit préserver impérativement. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'on prélève bien plus que les intérêts que nous propose ce capital. Et c'est ça qui crée des gros dérèglements. Alors, il y a cette pêche illicite qui représente environ 30 millions de tonnes, qui est estimée. C'est un signal d'alarme qui a été tiré par la FAO, qui alerte justement l'opinion sur ce point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pêche énormément de façon illégale, non contrôlée. Alors, quoi faire? Je crois qu'il faut évidemment plus de contrôle, soutenir les États, j'en parlais dernièrement avec le réseau Océan Mondial, avec des îles comme les Seychelles qui ont beaucoup d'eau à gérer et qui n'ont pas de moyens, pas de bateaux, pas de Coast Guard. Nous, on en a de plus en plus, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il va probablement falloir aller vers du tagage, des balisages de bateaux, c'est-à-dire essayer d'une surveillance des bateaux de pêche qui sont dans leurs droits par satellite pour essayer de contrôler justement qui a ou non le droit de pêcher sur la zone. Et puis il va falloir aussi, c'est ce que dit la FAO, aller vers un contrôle des ports de débarquement. Parce que tout ce poisson qui est pêché illégalement, évidemment qu'il est débarqué quelque part et que beaucoup d'États ferment les yeux et font semblant de ne pas être au courant. Et ça, c'est en train de vider la mer de ses ressources. Et c'est bien malheureux parce que quelque chose qui est important à savoir et qui va dans le sens du positif, c'est à la fois le fait qu'aujourd'hui, réguler les stocks de poissons, c'est-à-dire que pêcher et bien gérer un stock de poissons, ce stock se portera mieux que si on ne pêche pas du tout. Donc c'est-à-dire que la mer est quand même bonne pâte et qu'elle continue à nous nourrir si on fait les choses convenablement. Un autre point important qui montre que ça fonctionne, c'est ce qui se passe, nous, dans les terres australes et antarctiques, où j'étais dernièrement avec ma fondation, dans ces îles du sud qui sont les Kerguelen, les îles antarctiques françaises. Là-bas, il y a une pêche bien connue qui est la pêche à la légine, qui est un poisson qu'on va pêcher dans des eaux très compliquées parce que c'est toujours avec des mètres de creux. Enfin, c'est une zone compliquée à contrôler. Et bien, nous, pour les bateaux français qui ont le droit, avec un quota, de pêcher cette espèce qui met très longtemps à se renouveler, à se reproduire, nous mettons un contrôleur par bateau. Et on a eu de très grands résultats. Ça fonctionne très bien. Donc on arrive à mettre en place des solutions, des structures pour que ça fonctionne et j'espère que ça sera le cas de façon internationale. Avec le réseau Océan Mondial, on parle souvent de l'instauration peut-être de casques
bleu, le casque des océans, pour préserver une identité mondiale, pour arriver à assurer la sécurité des océans, même en haute mer, c'est-à-dire d'un contrôle sur la manne financière que représente la mer. C'est pas encore le cas, parce qu'il y a les eaux territoriales et puis il y a les hautes mers qui appartient un peu à tout le monde, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contrôle. Il faut savoir que quand on gère mal les océans, ça a des conséquences sur vraiment du long terme. Pour vous donner des exemples, au-delà de la pêche illicite, sur la pêche en elle-même et sur les chaluts qui sont utilisés, j'imagine que tu dois avoir ce type d'exemple dans les forêts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise des chaluts qui vont tout enlever, tout racler, tout détruire dans toute la profondeur et notamment sur les fonds. Et pour que vous compreniez bien ce que ça fait, c'est comme si vous aviez un verger qui produirait plein de fruits, et au lieu d'aller ramasser les fruits, vous décidiez avec une pelleteuse d'aller carrément arracher tous les arbres. Alors forcément, la première année, la rentabilité est très bonne, mais en les autres années, évidemment, il n'y a plus rien. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le fond des océans. C'est pour ça qu'il faut bien faire comprendre que mieux gérer, c'est pour, encore une fois, c'est pour nous, c'est pour notre survie. Les poissons des profondeurs qu'on va chercher aujourd'hui, c'est des poissons qui vont mettre jusqu'à 20 à 30 ans pour être en maturité sexuelle, donc ils vont se renouveler beaucoup plus lentement. Et c'est bien d'expliquer que personne n'en veut aux pêcheurs. Il faut simplement, et pour revenir au sujet de la conférence, bien faire comprendre à tout le monde et travailler aussi sur l'éducation, parce que les pêcheurs ont intérêt à préserver évidemment les ressources s'ils veulent maintenir leur activité. Il faut donc créer des rapports un petit peu différents certainement entre les experts, les scientifiques, les professionnels et les pêcheurs en particulier, mais d'autres également, pour qu'on puisse s'entendre sur des buts communs finalement. C'est ce qu'a fait le Grenelle de la mer. Voilà, ça a permis de rassembler rassembler des gens et non pas de stigmatiser le pêcheur. Peut-être encore une question du panel, si elle existe, sinon je donne la parole. Non? Vous avez fini? Vous avez tout épuisé? Comment? Ah. Bonjour, Julie Pereira. Moi, j'ai pas une question, mais éventuellement, je peux avoir une remarque. On parlait de la surpêche. Il faut peut-être aussi que le public comprenne que l'élevage de poissons n'est pas une solution contre la surpêche, puisque si je me souviens bien, pour avoir 1 kilo de poisson en élevage, il faut le nourrir grâce à entre 3 et 7 kilos de poissons pêchés en mer. Est-ce que je me trompe peut-être? C'était juste une remarque pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Oui, très bien, mais c'est une bonne remarque. C'est un petit peu ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure pour la production de viande. Finalement, un bœuf consomme 7 fois plus de protéines qu'il n'en restitue. C'est à peu près ça, donc c'est un rapport un peu équivalent. Il vaut mieux laisser faire les choses toutes seules plutôt que de chercher à réparer. Il faut mieux anticiper, vous avez raison. On va passer aux questions On va élargir le cercle. Donc, il y avait une première question là-bas, voilà. Elle arrive. Bonjour, Olivier Iborra, je suis responsable d'une école d'environnement à Lyon. J'apprécie énormément le parallèle entre l'océan et la forêt que vous faites, et j'aurais une question pour Tristan Lecomte. L'année 2011 est l'année internationale de la forêt. Je voudrais savoir vos rapports entre vos organisations et les Nations Unies, et si les Nations Unies, dans ce cadre-là, intègrent vos propositions, notamment par rapport aux petits producteurs et par rapport au commerce équitable. Nous, en fait, on ne peut pas travailler directement avec les Nations Unies, puisque par définition, les Nations Unies travaillent avec les États. Mais on a, par exemple, en Bolivie, on a développé un projet forestier et on l'a fait enregistrer par l'État bolivien au niveau du registre des Nations Unies. Et dans le domaine de la compensation carbone, en particulier, il y a donc 2 marchés, entre guillemets. Le marché réglementaire, où on fait enregistrer les projets dans les registres des Nations Unies, ou les projets qu'on appelle volontaires, qui sont enregistrés dans des registres privés auprès de banques ou d'organismes de contrôle privés, quand il s'agit d'entreprises qui veulent compenser leurs émissions. Et on peut aussi combiner les deux. Par exemple, au Pérou, donc on a démarré un projet très significatif où on conserve 400 000 hectares de forêt, ce qui est donc un territoire très significatif. Et ensuite, on a créé un consortium avec le parc national, donc là c'est une autorité péruvienne, plus les ONG et d'autres acteurs de la conservation forestière, pour regrouper 1 million d'hectares de forêt péruvienne. Et ce projet d'1 million d'hectares, ce consortium, l'amener au niveau des Nations Unies via le gouvernement péruvien, alors qu'au départ, il a démarré sur des fonds privés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire du cofinancement
On a besoin de beaucoup de fonds en fait pour lutter contre la déforestation ou pour aider les petits producteurs ou combiner les deux, faire du développement socio-économique et socio-environnemental. Et donc c'est toujours bien de montrer la complémentarité entre les entreprises qui s'engagent et aussi les États qui peuvent apporter parfois une aide supplémentaire. On travaille aussi avec l'USAID, donc l'Agence américaine de développement. Et eux, comme ils voient qu'on a comme clients des entreprises américaines, eh bien, ils apportent aussi des financements complémentaires. Donc on essaye en fait d'amener toutes les énergies positives autour d'un même projet et pour une même cause. Et tout le monde est invité à changer. Il y a des entrepreneurs très engagés, très visionnaires, comme par exemple le patron de Nature et Découverte, qui est à l'initiative de ces universités. Ou il y en a d'autres ici, de Clarins, qui ont ça en eux et qui sont les pionniers. Et il faut que les autres entreprises les imitent et s'engagent pour l'environnement, et aussi parce qu'ils y trouvent leur intérêt, parce qu'ils l'intègrent dans leur métier, et ensuite parce qu'on peut apporter ces exemples vertueux auprès des autorités publiques pour qu'elles légifèrent, pour qu'elles donnent des fonds complémentaires, ou au moins qu'elles communiquent sur ces initiatives et qu'elles les protègent légalement. On a besoin, en particulier dans la conservation forestière, c'est exactement le même principe que pour les océans, de travailler avec les opérateurs locaux, avec les pêcheurs. Nous, c'est les chasseurs illégaux. Donc, par exemple, dans un projet pour baisser la chasse, on a offert des poules, mais si on offre des poules pour qu'ils aient donc des bonnes protéines, il faut faire du maïs. Or, pour faire du maïs, il faut déforester. Donc, est-ce qu'on peut développer un modèle maïs agroforestier ? Vous voyez, c'est toutes ces interdépendances sur lesquelles on travaille, et c'est assez intéressant de voir que acteurs privés et publics sont vraiment complémentaires. Alors voilà, bon, tout le monde va pouvoir poser des questions, dans la limite du temps disponible bien sûr. Je voudrais signaler, pour reprendre le titre de cette conférence, que dans 20 minutes, il sera trop tard pour poser des questions. Allez, on en prend une ici. Bonjour et félicitations à tous les deux pour votre engagement. Donc, je m'appelle Delphine Ducoeur-Joly, je suis consultante auprès des collectivités dans le domaine de l'agriculture biologique. Et j'ai une question plutôt commerce équitable pour Tristan Lecomte. Je m'interrogeais sur... les consommateurs connaissent beaucoup le commerce équitable nord-sud, et on sait qu'aujourd'hui, il y a un peu des démarches qui commencent pour mettre en place un commerce équitable nord-nord, ou en tout cas entre les opérateurs économiques des filières dans les pays du Nord, puisqu'on sait que la rémunération aujourd'hui des agriculteurs, même dans les pays du Nord, peut être sévèrement revue à la baisse dans des pratiques un peu scandaleuses au niveau des échanges. Est-ce que vous, personnellement, vous croyez en un label commerce équitable Nord-Nord ? Je sais qu'il y a des initiatives en place qui commencent un peu en France, mais c'est difficile. Est-ce que vous y croyez ? Très bonne question, puisqu'avec Altereco, on vient de lancer des produits équitables Nord-Nord de producteurs français. Donc on y croit, bien sûr, et c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut faire du commerce équitable partout, et il faut aussi lutter contre le réchauffement climatique partout. Mais faire attention à ne pas dire, par exemple, beaucoup de gens nous disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas envie d'aller planter des arbres au Pérou, je veux d'abord planter en France parce que c'est chez nous, etc. » Ces problématiques sont globales, le climat, par exemple, et il faut agir partout, et là où c'est le plus utile, et là où les gens sont le moins aidés. Et bien, toujours partir d'un principe de solidarité, où ici en France, les agriculteurs, c'est vrai qu'ils sont en difficulté, mais ils sont quand même beaucoup plus aidés et dans des situations beaucoup moins critiques que des petits agriculteurs en Afrique, en Asie, et que le commerce équitable, la priorité, c'est d'aider les plus pauvres en priorité. Donc, priorité à ces pays du Sud. Et j'ai toujours peur derrière le « oui, mais nous, en France, etc. », à ce qu'on revienne du coup à des corporatismes un peu, parce que un des gros problèmes des agriculteurs du Sud, souvent, c'est les barrières à l'importation, ou les subventions à l'exportation dont bénéficient les agriculteurs des pays occidentaux, et qui les placent dans un jeu extrêmement inégal. Le petit producteur du Sud, il est par essence non mécanisé, il a une productivité très faible, mais en plus, en face de lui, il a des agriculteurs qui sont aidés, par exemple pour le coton, le sucre, enfin pour beaucoup de produits. Le prix d'un kilo de coton, c'est 1 $. Et la subvention du gouvernement américain à l'exportation pour le coton américain, c'est 1 $. Donc si vous faites du coton pour 0 $ de coût de production, vous n'êtes toujours pas assez rentable et compétitif. On arrive à des situations complètement ubuesques. Donc je ne cherche pas à les opposer, mais commençons toujours par la priorité, à donner la priorité à la solidarité des plus défavorisés et à développer les mécanismes, que ce soit le commerce équitable ou la compensation carbone, dans ces pays-là,
parce que ce sont eux qui en ont le plus besoin, ce sont ceux qui sont les plus victimes de la mondialisation actuellement, et ce sont ceux qui sont le plus en mesure de développer des initiatives avec 1 euro investi qui aura beaucoup plus d'impact qu'en France. Planter un arbre au Pérou, ça coûte 1 euro, en France, ça coûte 15 euros, et en plus, en France, on a un stock de forêt qui croît, on ne sait même pas quoi en faire, donc quand on nous dit oui, mais on a envie de faire de la compensation arbre en France, on dit oui, on comprend bien, c'est intéressant, mais c'est quand même pas la priorité, et le climat, c'est vraiment une affaire de tous. Juste oui, un point sur l'idée de global. C'est vrai que ça, c'est une notion très importante d'essayer de comprendre que les problèmes ne sont pas que des problèmes locaux, c'est une prise de conscience globale et une notion qui touche toute la planète. On en vit un peu les uns à côté des autres et ça va toucher tout le monde. Quand on parle de la montée des eaux notamment, la montée des eaux, elle va arriver de partout, la dilatation des océans. On estime que dans la fourchette très basse, que si ça n'augmente que d'ici la fin du siècle que de 40 cm, et ça c'est vraiment le minimum de ce que ça pourrait devenir, eh bien il y aurait 200 millions de personnes qui seraient forcées de migrer. Donc ça a évidemment touché tout le monde. Donc c'est de notre responsabilité, je dirais, d'aller aider ces pays les plus pauvres qui sont les premières victimes du réchauffement climatique et de les aider à trouver des solutions pour s'adapter, pour évoluer. Et c'est ce que j'ai le sentiment qu'on a essayé de faire avec Jean-Louis Borloo, notamment à Copenhague, qui essaie de proposer des solutions dans les pays les plus pauvres. Voilà, je pense que faut vraiment avoir cette conscience-là, cette conscience de la globalité de la question. Voilà, on va prendre une autre question. Il y en avait beaucoup tout à l'heure, voilà ici. Je donne un peu au hasard, allez-y, allez-y. Bonjour, j'ai remarqué ici, comme aux États-Unis, que les produits bio, éthiques, équitables sont vraiment chers. Donc, je trouve que il y a une question humanitaire que les gens pauvres, même si ici, dans votre pays, ne peuvent pas acheter ces produits. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Christian, oui. Alors, en fait, aujourd'hui, vous avez des produits bio et des produits équitables abordables et au même prix que des produits de marque nationale non bio et non équitables. Donc, il faut en fait que vous cherchiez un peu plus par rapport à vos moyens, ce qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé non plus d'acheter tout en équitable, vous pouvez acheter uniquement de temps en temps. Mais globalement, enfin maintenant, comme vous avez des produits de marque distributeurs qui sont équitables et bio, ils sont vendus moins cher que des produits conventionnels. Donc il y a plus cette problématique. Je veux juste ajouter une petite chose, c'est qu'il faut avoir une notion un peu différente du prix aujourd'hui. C'est vrai, quand vous, particulier, vous achetez un produit bio dans un magasin, c'est plus cher. Mais l'agriculture bio, elle donne aussi plus d'emplois. Ça veut dire que plutôt que de payer des indemnités pour les chômeurs, vous donnez directement du travail à des cultivateurs. Et puis, quand on n'utilise pas de pesticides ou d'insecticides, on réduit aussi les problèmes sanitaires. Donc vous voyez que globalement, le bio n'est pas si cher que ça. Le problème, c'est que pour le moment, c'est uniquement le consommateur qui paye le surplus. Il faudrait peut-être imaginer d'autres mécanismes pour intégrer cette globalité du coût, sans parler évidemment du coût différé du réchauffement climatique, qui est difficile à chiffrer aujourd'hui. Maude ? Non, juste un petit point, parce que dans ce que tu as dit, ça soulève le problème de s'occuper de la planète, la laisser se dégrader, c'est un coût. C'est un coût. Quand on parle de l'agriculture biologique, vous agissez, on l'espère, pour soi, pour sa santé, et aussi pour les nappes phréatiques, pour la terre, pour le demain, pour ce qu'on n'aura pas besoin de nettoyer demain. Et je pensais par rapport de nouveau aux eaux côtières. Vous savez que la pollution des eaux côtières et les maladies qu'elles engendrent, ça coûte 12 milliards de dollars par an à l'économie mondiale. Donc ça crée un coût à l'économie mondiale. Quand on parlait de la pollinisation, on en a longtemps parlé avec les abeilles. Voilà, le fait qu'on doive polliniser manuellement aujourd'hui dans certaines régions du globe, ça a un coût à l'économie mondiale. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte à chaque fois. C'est que préserver l'environnement, c'est aussi pour assurer les services qu'elle nous rend gratuitement. Alors, une question ici, voilà. Oui, je voulais juste d'abord dire qu'il me semble que quelquefois le combat de l'homme avec la confrontation de l'homme avec l'océan ou la forêt vierge me paraît plus loyal que la confrontation vis-à-vis de BP ou d'autres organismes. Et j'avais juste une question pratique pour Maude par rapport aux écoles. Quel type d'école vous allez, par exemple? Est-ce que vous allez dans les zones d'éducation prioritaire? Et comment, par rapport à des adolescents qui sont à fond dans les marques et ce genre de choses, comment vous arrivez à faire passer que c'est leur mode de consommation qui peut avoir un impact sur l'écologie, sur l'environnement? Et j'avais aussi une question pour
Tristan. Tristan, Par rapport à Pure Project, donc les déforestations notamment qui est due au Brésil par rapport à la production d'électricité hydraulique. Est-ce que vous arrivez, et ça c'est une décision gouvernementale, donc c'est même pas par rapport à, est-ce que vous arrivez avec votre association à avoir des échanges vis-à-vis, où c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à mettre en place, notamment pour la déforestation, la délocalisation des peuples, enfin de certaines personnes. Alors, Maude, pour la première question, donc sur les interventions dans les quartiers, sur les marques, etc. Voilà. Déjà, tout au début de cette question, vous faisiez le lien, l'homme, la nature, tout ça. Je crois qu'il faut qu'on retrouve ce lien avec la nature, et une des solutions au niveau urbain, et peut-être pour sensibiliser ces jeunes qui, après, voilà, consommeront peut-être différemment, c'est d'apporter un peu plus de nature dans les villes, essayer de comprendre que la nature, ce lien avec la nature, c'est aussi, comme tu le disais, porteur de bonheur, porteur d'enthousiasme, porteur d'énergie. Donc, ramener et faire évoluer peut-être le milieu urbain, et donc ces traditions urbaines qu'on peut retrouver voilà, chez les jeunes aussi, de les amener dans les villes, de se comprendre que d'être en contact avec la nature, on se sent mieux dans sa santé, et c'est ce qu'on a pu faire dans l'urbanisme, et ce qu'on a pu faire avec le Vélib, enfin voilà, d'essayer de se dire que ça peut être aussi sympa. Pour en revenir sur mon activité, moi, principale de ma fondation dans les écoles, alors c'est vrai que je vous l'avoue, on a plus de facilité à faire passer le message aux plus petits qu'aux plus grands. On a plus de mal avec les très grands qui ont déjà basculé, quoi. Bon, c'est pas tout le temps le cas. Et puis moi qui voyage aussi, qui vais dans des écoles à travers le monde, je me rends compte qu'en France, on est quand même plus sensibilisé à ces questions et plus au courant. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Alors évidemment qu'on va dans les quartiers, depuis toujours, on va dans les quartiers et on va dans les hôpitaux, on s'adresse à toute la jeunesse, donc à la fois des enfants malades qu'on emmène sur le bateau et des enfants de quartiers difficiles avec qui je travaille depuis près d'une dizaine d'années. On se rend compte que dans les quartiers, ils sont déjà contents qu'on vienne les voir, et se disent que ça peut peut-être être aussi une source d'emploi que d'aller vers l'innovation, vers quelque chose de neuf à inventer. Ça ouvre des perspectives. Il faut savoir que les énergies vertes, ce développement durable, c'est beaucoup d'emplois qui peuvent être créés dans l'avenir. Donc c'est quelque chose qui les intéresse. Après, pour parler vraiment des marques et d'essayer de les convaincre, bah, écoute, encore une fois, j'essaie de les convaincre sur mon amour de la mer et sur ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, pour essayer de leur dire que voilà, il ne faut pas aller forcément vers de la surconsommation, vers de la consommation mieux, et que le bonheur, il est dans des petites choses. Et c'est ce que je fais en les emmenant naviguer sur mon bateau, en faisant des programmes éducatifs très concrets avec des défis participatifs. Et je crois que ça les fait évoluer. Alors peut-être pas aussi vite que ce que le climat nous impose, mais en tous les cas, ça évolue. Alors Tristan Lecomte, sur les conflits d'intérêts en forêt notamment, ou en Amazonie, bon c'est vrai, on déforeste pour faire des barrages aussi, ou pour faire d'autres choses. Ce qui montre que toutes les formes d'énergie, entre parenthèses, posent aussi problème, à un degré ou à un autre. Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'on a un de nos clients justement qui reforeste, mais il est le prestataire de service sur un barrage, et donc il est face à cette contradiction. En même temps, c'est pas lui qui a voté pour la construction du barrage, lui il répond à un appel d'offres. Et nous, de notre côté, on n'agit pas sur la partie débat public, sur le fait que la décision politique soit prise ou pas. On intervient après. Quand la décision a été prise, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour compenser les émissions au maximum et mettre en place une dynamique qui va quand même limiter au maximum les impacts, réduire l'impact, CO2, eau, écotoxicité des sols, etc., tous les impacts, et aussi même éventuellement venir réparer un petit peu. Il y a en fait deux types principaux d'acteurs de toute façon, ceux qui sensibilisent, ceux qui alertent, ceux qui dénoncent d'un côté, et puis aussi ceux qui, d'un autre côté, proposent les solutions et agissent concrètement. Nous, on est très opérateurs et on se compromet avec tout le monde parce qu'il faut bien que quelqu'un propose les solutions pour tous les opérateurs. C'est pour ça qu'on propose le commerce équitable à tous ceux qui achètent, donc la grande distribution, les petits magasins, les restaurants, et de même la compensation et la plantation d'arbres ou la préservation forestière à tous les opérateurs. Et quand il y a des contradictions comme ça, on essaye de vérifier qu'en effet la décision politique elle a bien été prise et qu'on ne va pas jouer à l'intérieur de ça, mais qu'on va venir après quand il faut réparer.
Juste, on parlait des labels et des logos. Sachez qu'il y en a aussi sur le poisson. Hein. Vous savez qu'il y a un label MSC pour choisir le bon poisson et qu'il y a un site internet qui propose de faire le bon choix qui s'appelle mrgoodfish.com et qui propose... On va répéter parce que... Vous les notez, mrgoodfish.com qui propose des solutions pour choisir son bon poisson, la bonne saisonnalité, les poissons qui sont moins intoxiqués par les pesticides ou par les métaux lourds. Donc il y a des solutions qui existent aussi pour faire les bons choix sur la thématique de ce que nous apporte la marmite des océans. Et là, on en revient pareil, c'est toujours à l'éducation. Donc il y a d'autres sites, si vous voulez les noter. Je sais que le WWF signale quels sont les poissons qu'on peut manger ou pas, quels sont ceux qui sont menacés. Il y a un très beau site aussi qui s'appelle mescoursespourlaplanète.com, qui est dirigé par Elisabeth Laville, qui vous donne des informations très précises sur mescoursespourlaplanète.com, tout attaché. D'autres questions? Allez-y. Bonjour, j'ai lu qu'en 2050, nous ne mangerons plus que du poisson d'élevage. Donc je voulais savoir si ce processus est déjà irréversible et s'il y a déjà des espèces qui sont en voie qui sont disparues et quelles sont celles qui sont en voie de disparition, s'il vous plaît. Aude. Alors, Philippe Curie vient. Philippe Curie, c'est le grand spécialiste du poisson, des ressources halieutiques. C'est lui qui a écrit ce fameux livre, Une mer sans poisson, et qui prône, qui tire le signal d'alarme sur le fait que peut-être que dans 50 ans, il y aura plus de poissons, suffisamment de poissons, qu'on n'aura pas suffisamment régulé les stocks. À côté de ça, il y a de nombreuses structures et la Commission européenne qui est assez stricte, l'IFREMER qui met en garde et les quotas qui sont de plus en plus respectés. Donc on ne peut pas savoir ce qui se passera vraiment en 2050. L'idée de dire arrêtons tout, ça ferme le débat. Je pense qu'on ne peut pas se dire qu'il n'y aura plus jamais de poissons dans les océans, mais qu'il va falloir le pêcher différemment, certainement, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et quand on parle de façon assez emblématique de l'histoire du thon rouge, c'est certain que ça a touché l'opinion publique, parce que le thon rouge aujourd'hui est en voie de disparition, parce que les stocks n'arrivent plus suffisamment à se renouveler. J'espère que vous avez arrêté d'en manger. C'est le cas pour d'autres poissons, et c'est les sites de consommation qu'on vous a cités tout à l'heure qui reprennent les différentes listes. Il ne suffit pas de ne pas manger certaines espèces, il suffit aussi de respecter les saisons, parce qu'il y a des espèces qui ne sont pas en danger à une certaine saison, à une certaine partie de l'année, et qui le seront à d'autres. Donc il faut en fait plus se renseigner. C'est ce que tu disais, Tristan, tout à l'heure, par rapport aussi aux labels qui nous sont proposés. Voilà, c'est à nous aussi de nous informer, de mieux lire les étiquettes et de savoir ce qu'on peut faire et moins faire, et essayer de consommer mieux, peut-être pas moins, mais en tous les cas mieux. On a encore le temps pour une question ou deux. Profitez-en. Allez-y, monsieur. Voilà. Après. Il faut après. On va allez-y et puis après. D'accord. Voilà. Excusez-moi. Oui. Voilà. Bonjour. Merci. Donc je m'appelle Patrice Blandin et j'ai entendu parler donc de beaucoup de choses, mais il y a une chose qui n'a pas été évoquée et qui me semble importante. C'est qu'on a parlé donc du marché de compensation carbone et des actions qu'il pourra permettre de mener, mais il y a aussi les valeurs de biodiversité qui ne sont pas encore très facilement quantifiables, mais qui ont pour la plupart des objets de biodiversité qui servent notamment à la fabrication des médicaments et qui vont dans le seul profit des laboratoires. Et donc il faudra qu'un jour aussi on commence à réfléchir à la compensation en valeur écologique de ce qui apporte un bien-être à l'ensemble de l'humanité, mais qui reste que dans certaines poches, et il y a quand ça fait mal que là c'est l'humanité qui est appelée à compenser et non pas ceux qui ont profité du bénéfice de cette biodiversité. Voilà, merci. Alors c'est une vraie question qui a été abordée d'ailleurs au sommet de Nagoya, qui avait abouti à quelques solutions. Je dirais que le pillage par les grands laboratoires des molécules qui se trouvent dans les pays notamment pauvres, ça va être plus réglementé, hein, c'est ça? Oui, et puis j'ai parlé de compensation carbone, mais en fait c'est un terme générique. Et bien sûr, quand on fait de la forêt et de la conservation forestière, on ne s'intéresse pas qu'au CO2 et au captage du CO2 par les forêts, mais bien sûr à la quantité de biodiversité qu'il y a à l'intérieur et à l'impact sur les communautés du développement de la conservation forestière.
En fait, il y a différents standards de compensation carbone, dont un particulier qui s'appelle CCBA et qui s'applique uniquement à valoriser tout ce qu'on apporte en termes de biodiversité ou de développement socio-économique localement, au-delà du carbone. Le carbone, c'est un moyen de trouver des financements, d'organiser un projet pour le placer sur un marché nouveau sur lequel il y a des fonds qui sont disponibles parce que le climat est l'urgence numéro 1. Mais ce n'est pas l'objet unique, bien sûr, d'un projet carbone, sinon ça n'a pas de sens. L'objet du carbone, c'est de développer les populations tout en leur permettant de limiter leur impact sur l'environnement, voire de l'améliorer. Donc la biodiversité fait partie des solutions, enfin du critère. Et d'ailleurs, souvent, les partenaires avec lesquels on travaille, ils commencent sur l'axe du carbone et puis ensuite, ils ne valorisent pas du tout le fait qu'ils compensent, mais ils parlent juste d'engagement volontaire pour le climat, d'engagement volontaire pour la biodiversité, parce que c'est vrai que c'est ça l'enjeu aussi numéro 1. Une autre question, peut-être une dernière. Oui, oui, bonjour. André Pointis, citoyen standard. Je n'ai pas d'étiquette. Félicitations. Non, mais on n'a pas parlé du nucléaire. Je voulais quand même en parler un petit peu parce qu'il est assez d'actualité, sujet explosif. On a quand même le sentiment que pour se passer du nucléaire, puisque je crois qu'il faudra bien y arriver, hein, bien que moi j'étais quand même, je le dis, hein, franchement, un grand défenseur du nucléaire, mais les événements sont bien obligés de nous faire un petit peu changer d'avis. La question c'est, on sait bien que les énergies vertes ne pourront pas remplacer totalement. Alors, il faudra faire une part, sans doute, entre ce développement des énergies vertes et les économies d'énergie, surtout pour nos États très développés. Bien sûr, je sais bien, dans le monde, le nucléaire, ça ne représente pas grand-chose, mais en France, par exemple, c'est énorme. À votre avis, je ne sais pas si c'est Maud ou Tristan qui peuvent y répondre, quelle va être la part qu'il va falloir réserver à la baisse des consommations et la part réservée au développement des énergies vertes? Dans quelle proportion? Alors là, on est peut-être un petit peu en dehors du débat. Sur les chiffres, le nucléaire, c'est quelques pourcents de l'énergie totale, pas de l'électricité. 5-6% en fonction d'énergie primaire finale. Enfin bref, c'est l'échelle. 5-6% dans le monde et c'est 17% de l'ensemble de l'énergie en France, même si c'est 80% de l'électricité. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut dire en conclusion là-dessus par rapport à ce qui se passe au Japon et le débat qui va s'ouvrir. Je pense que c'est grandement le temps d'ouvrir le débat essentiel du siècle qui commence, c'est celui de l'énergie. De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qu'on peut économiser? Et ensuite dire comment on la produit, quelle est la part des énergies vertes, quelle est la part du reste, parce qu'on a encore du pétrole et du charbon pour un bon moment. Donc voilà, mais l'intérêt de ce qui se passe aujourd'hui, au-delà des victimes et des problèmes sur place qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à mon avis, en perspective aussi des échéances électorales en France, l'énergie va prendre une place beaucoup plus importante dans le débat politique. Et ça me paraît complètement essentiel pour l'avenir. Ouais, c'est une vraie question. Voilà, je pense qu'on peut remercier Tristan, remercier Maud également. Merci à JC, il n'est pas trop tard. Et merci à Jean-Louis.